Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. Le très sérieux collège de patapsychologie. C'est quoi ça? Voilà la grosse question. Un des principes fondamentaux est d'ailleurs celui de l'équivalence des contraires. C'est peut-être ce qui vous explique ce refus que nous manifestons de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas, puisque pour nous, c'est exactement la même chose. Mais voyez quelle extravagance! De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles. Pourriez-vous éclairer nos auditeurs avides de lumière? Nous vous écoutons dans le plus grand recueillement. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le très sérieux collège de patapsychologie. Je suis Nathan Henry, doctorant en psychologie clinique et je suis très heureux de vous retrouver pour ce 3e épisode du très sérieux collège de patapsychologie. Alors, qu'est-ce que c'est ce très sérieux collège de patapsychologie? Eh bien, c'est votre podcast scientifique mais qui se pourra quand même pas trop se prendre au sérieux sur le monde de l'exceptionnel, le paranormal, le monde de l'étrange, les choses un petit peu bizarres, bref, la patapsychologie quoi. Ce podcast est produit et porté par l'association Anomalie, dont on va reparler juste après. Et si vous avez déjà écouté les 2 premiers épisodes et que vous nous suivez depuis le début de cette aventure, vous commencez à le savoir. À chaque émission, on reçoit un ou une invitée pour parler d'une thématique qui lui tient à cœur tout au long de l'heure qu'on passe ensemble. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Mutis, qui est docteure en psychologie. Salut Marine! Salut! Tu vas bien? Très bien, et toi? Super, merci beaucoup. Alors Marine, est-ce que tu peux te présenter et nous dire rapidement qui tu es? Eh ben du coup, moi je suis psychologue, du coup je travaille en psychiatrie à Nancy, donc je rencontre des gens de tous horizons dans ce cadre. Et sinon, à mes heures perdues, j'ai eu l'occasion de faire une thèse, et maintenant un post-doctorat, donc de travailler un peu dans la recherche, sur en particulier le champ du signe, ou la lucidité terminale, mais ça on reviendra dessus. Ok, super, merci beaucoup. Et puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, j'ai toujours avec moi mon fidèle acolyte, j'ai nommé Renaud Évrard. Comment vas-tu Renaud? Bonjour Nathan, oui ça va, et toi? Ça va, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais toi de ta vie? Oui, je suis également psychologue, clinicien et enseignant-chercheur en psychologie à l'Université de Lorraine, dans le laboratoire Interpsy, et j'ai encadré la thèse de Marine Mutis, donc je suis ravi de la retrouver ici, et j'encadre aussi ta thèse Nathan. Eh oui, attention. toujours, ça change pas. Renaud, est-ce que tu peux nous parler rapidement de l'association Anomalie qui produit ce podcast? Oui, alors du coup, c'est une jeune association dont je suis actuellement le président et qui fait de la médiation scientifique et culturelle autour des anomalies. Donc on porte des projets de manifestations scientifiques mais aussi très ludiques, dont le Festival des Anomalies qui aura lieu à Nancy en avril. Super, merci beaucoup. Alors, avant de commencer à te bombarder de questions, Marine, on va te laisser encore un petit peu souffler, puisque est venu le temps de notre chronique sur les news, les informations autour du monde du paranormal, à savoir Anomaly Report. Anomaly Report. Oui, donc on va reparler encore une fois, puisqu'il n'est toujours pas arrivé, du premier congrès international sur les expériences de fin de vie, et c'est l'occasion puisque l'initiatrice et une des principales organisatrices de ce congrès est avec nous, Marine Mutis. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Et du coup, ce congrès, il se veut être un rassemblement de toutes les personnes, ou en tout cas le plus possible, qui travaillent sur les expériences exceptionnelles en lien avec la fin de vie. Donc c'est tout ce qui va avoir lieu autour du moment de la mort, avant, pendant ou après, et qui se rattache aux expériences exceptionnelles, au vécu un petit peu atypique. Et l'idée, c'est donc de pouvoir approcher ces phénomènes sous un angle théorique, mais aussi sous un angle pratique, clinique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne ça, comment est-ce qu'on vit ça sur le terrain en tant que professionnel. Donc ce sera à Nancy, les 4 et 5 décembre, c'est gratuit, et qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver? Alors du coup, on va pouvoir avoir des interventions de grands noms comme par exemple Christophe Auré ou Renaud Évrard, justement. Bien sûr. Oh, il est toujours là, c'est dingue. Pourquoi je passe en deuxième? Mais aussi des intervenants internationaux, du coup, avec des interventions en anglais. Et puis, pour les plus curieux d'entre vous, nous aurons aussi des ateliers de découverte de certaines pratiques, mais aussi de certains jeux de société auxquels nous avons participé. Bon, ça c'est très bien. Et donc ce congrès, il a toujours un peu besoin de l'aide des gens, puisque pour son financement, il y a une campagne de financement participatif pour soulager un petit peu, par exemple, les frais de déplacement des jeunes chercheurs qui viennent un peu du monde entier. Voilà, c'est ça. On a eu quelques difficultés à être soutenus financièrement par les grandes instances, donc du coup, on en appelle à vos dons. Si vous voulez que ce congrès puisse exister, ou en tout cas
puissent se maintenir dans des bonnes conditions pour que les jeunes chercheurs se déplacent et ne payent pas trop de leur poche, on accueille avec gratitude et grand besoin tout ce que vous pourrez nous donner. Voilà, c'est l'association Anomalie qui gère cette campagne de financement participatif pour soutenir ce projet. Et effectivement, donc le premier congrès international sur les expériences de fin de vie qui a pour titre La mort et ses exceptions. Donc tout un programme. Dans les autres infos, vient d'être diffusé et lancé sur à la fois Spotify et YouTube, The Paranormal Show. Alors le titre est un petit peu rocambolesque, mais il s'agit d'interviews très longues, très denses, d'experts de recherche en parapsychologie et en psychologie des expériences exceptionnelles. Il y a 2 épisodes qui viennent déjà d'être diffusés. Le premier, c'est Thomas Rabéron, qui a été professeur à Nancy, qui est un spécialiste des expériences exceptionnelles. C'est une interview qui va durer 2h11, et après c'est moi, c'est encore pire. Ça dure 2h46, donc c'est vraiment, vous avez rien d'autre à faire de votre soirée. Voilà, il y aura d'autres grandes figures de la parapsychologie francophone. Je vous invite à suivre cette émission qui est vraiment assez bien réalisée et très grande qualité. C'est pas parce que je suis dedans que je le dis, mais voilà. Tu fais un peu ton autopromo quand même. Ouais. Là. Marine, tu as fait une interview aussi, non ? Oui, c'est possible. Ah, c'est pas épuisant, genre 2h30 d'interview ? Alors moi, du coup, ça a duré moins longtemps. Moins de choses à raconter, visiblement. Oui. T'avais surtout un train à prendre, non ? Aussi, oui, d'ailleurs que tu as raté de ton côté. Ouais. Oh, wow, je crois que la pipelette que je suis, ouais, voilà, je subis. Autre émission que vous pouvez pas encore regarder, mais que je vous tease un petit peu, c'est un documentaire qui s'appelle Conscience et Science, et en fait c'est réalisé par Jacques-Hervé Fichet, qui travaille au CERN, le centre d'études de recherche nucléaire, et il s'est passionné pour les expériences de mort imminente et plein d'autres sujets comme ça, et même à la cantine en fait du CERN, il y a des gens qui racontent ces expériences, et il s'est mis à aller rencontrer des experts du monde entier, dont le prix Nobel de physique Roger Penrose. Il est venu à Nancy nous interviewer, et donc vous trouvez les propos de Rodrigo Montenegro, qui est un autre des doctorants que j'encadre, qui travaille sur les sorteurs du corps, et de moi-même dans ce documentaire, qui n'a pas encore de date de diffusion, mais vous avez un teaser en ligne, ça s'appelle Conscience et Science. En librairie, et c'est un peu des rappels, mais vous avez le grand manuel de parapsychologie scientifique qui est paru en juin chez Duno, auquel on a consacré notre première émission avec Claude Bermans. Effectivement, ouais. Et puis 2 autres livres. Alors maintenant j'ai la vraie date officielle et les vrais titres des livres. C'était un peu cata le mois dernier. Non, ouais, voilà. Donc Face à l'invisible, paranormal du mythe à la réalité sort le 21 novembre et non pas en octobre. Il y a eu un petit décalage et vous retrouvez un grand nombre de noms de la parapsychologie francophone: Bertrand Meust, Jacques Vallée, Thomas Rabéron à nouveau, Mario Varvoglis, etc. pour discuter de plusieurs approches. Est-ce que le paranormal est un mythe et à quel point les mythes influencent les études et les expériences paranormales. Tout ça, c'est paru chez Kimé très prochainement. Et puis, un autre livre qui est sous presse actuellement et dont j'ai le titre, c'est La finalité, le paranormal et la science, et c'est le livre posthume de François Favre en entretien avec Philippe Garnier. C'est un grand livre de théorie, c'est extrêmement massif, et en fait, le grand manuel de parapsychologie scientifique et ces 2 volumes de La finalité, le paranormal et la science vont vous permettre de gagner le concours des plus gros cadeaux de Noël, si vous voulez emballer tout ça et nuire à l'année 2026 pour vos amis. Voilà, c'est vraiment un énorme travail pour penser le paranormal avec quelqu'un qui a consacré vraiment toute sa vie à étudier cette question. C'est un truc genre 2 volumes de 1000 pages chacun. Ça... Non, on arrive à 1100 pages tout compris. Ah non, c'est quoi. Moi qui... Okay, ouais, j'ai un peu maxé l'anecdote, j'avoue. Puis c'est un entretien, c'est très vivant, ça se lit très bien, quoi. Ouais. Et puis encore une dernière info à laquelle on revient, puisqu'on cherche toujours des participants, Nathan. Effectivement, on cherche toujours des participants pour ma thèse, pour Cérébro. Alors si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous souhaitez exploiter le potentiel de votre cerveau face aux microchamps électromagnétiques et leur impact sur la pensée et l'imagination, eh bien on vous propose de réaliser une expérience à Nancy, et pour participer, il suffit simplement de me contacter à l'adresse mail suivante: nathan, nathan.ulry, EULRY, @univ-lorraine.fr, à savoir que l'expérimentation est gratifiée d'un bon d'achat de 30 € si vous venez dans notre laboratoire, donc c'est quand même un peu sympa, et puis les gens en ressortent assez heureux en général. Voilà. D'autres choses, Renaud ? Non, tout va bien, merci. On va faire un petit rappel parce que les gens n'ont peut-être pas toujours le temps de noter, puis on va éviter les accidents de voiture. Donc garez-vous, prenez un stylo ou votre téléphone et c'est parti pour les dates. Alors, le congrès sur les expériences exceptionnelles de fin de vie les 4 et 5 décembre à Nancy, c'est gratuit.
si je dis pas de bêtises. Toujours. Le Paranormal Show, des interviews de chercheurs sur la parapsychologie. Ton épisode est sorti, Renaud. Il y a un épisode avec Thomas Rabéron et bientôt un avec toi, Marine. C'est disponible sur YouTube, le Paranormal Show. Le documentaire Conscience et Science qui a été réalisé par Jacques-Hervé Fichet, un chercheur du CERN, dans lequel on peut te retrouver, toi, Renaud, mais également Rodrigo Montenegro, un de tes doctorants, qui ne devrait plus trop tarder à sortir et dont la bande-annonce alléchante est déjà disponible. Le fameux, on ne le présente plus, le grand manuel de parapsychologie scientifique paru chez Duno depuis le 25 juin. Foncez l'acheter, c'est un recueil à avoir absolument si ces sujets vous intéressent. Le 21 novembre, puisqu'on l'avait annoncé en octobre, il a été un petit peu décalé, le 21 novembre sort Face à l'invisible, paranormal du mythe à la réalité, chez Kimé. Et puis, enfin, la finalité, le paranormal et la science, un très gros recueil en 2 volumes d'échanges entre François Favre et Philippe Garnier, qui devrait plus trop tarder à sortir, puisqu'il sera disponible avant Noël pour mettre un joli cale-porte sous le sapin. Voilà. Merci beaucoup Renaud pour toutes ces informations. Alors, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je te regarde Marine puisque ça va être ton moment. Marine, tu nous as dit que tu travaillais sur le chant des cygnes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est cette histoire de chant du cygne ? Je ne savais pas que la parapsychologie avait un rapport avec les oiseaux. Alors, le chant du cygne, en fait, c'est une expression assez ancienne qui est basée sur l'idée que juste avant de mourir, le cygne, il serait capable de chanter son plus beau chant. Et donc, ça renvoie à ce phénomène qu'on appelle plutôt lucidité terminale, en tout cas dans la littérature internationale, et qui se rapporte à ce regain de conscience, d'énergie que peuvent avoir certaines personnes en fin de vie, mais vraiment juste avant de mourir. Donc une personne qui serait, par exemple, en état d'inconscience, qui ne répondrait plus depuis plusieurs semaines, tout d'un coup revient à elle, est capable de se lever, de marcher, de discuter avec ses proches, avec l'infirmière qui passe par là, et puis au bout d'une journée, va à nouveau se dégrader et finir par décéder dans les jours suivants. D'accord, donc on est vraiment sur un boost d'énergie, un petit level up juste, qui annonce rien de bon au final. C'est un phénomène qui est connu, ça, ou c'est quelque chose encore un petit peu marginal ? Alors, c'est décrit déjà depuis l'Antiquité, donc on pourrait dire que c'est finalement assez connu, mais en fait c'est resté assez éparse dans la littérature. Il y a eu quelques petites descriptions à droite à gauche, et il faut attendre vraiment le XVIIIe siècle pour qu'il commence à y avoir un peu plus de descriptions de cas. Et puis finalement l'intérêt il s'évanouit au XXe siècle. Comme ça fait partie des phénomènes qu'on comprend pas très bien, on le met de côté, c'est plus simple. Mais heureusement, à l'aube de notre siècle, le XXIe, il y a quelques chercheurs qui se sont dit qu'en fait c'était assez intéressant. Et notamment Michael Nahm qui, en lisant un énorme livre de parapsychologie anglais, a remarqué 3 descriptions de cas cliniques de ce phénomène-là et s'est dit en fait moi ça m'intrigue, donc je vais aller explorer la question. Il a demandé de l'aide de plusieurs collègues, dont Renaud Évrard, justement, pour explorer ces cas. Et il en est ressorti ce terme de lucidité terminale qu'il a proposé avec Bruce Greyson, un chercheur américain, et près de 80 descriptions de cas cliniques dans toute l'histoire anglaise, française et allemande, puisque du coup, Michael Nahm est d'origine allemande, donc c'était plus simple aussi dans sa langue natale. Oui, tu m'étonnes. J'ai cru comprendre que tu étais la première personne à avoir fait une thèse sur la lucidité terminale, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est toi qui as découvert ce phénomène ? Peut-être pas, du coup, si c'est connu depuis l'Antiquité. Allez. C'est toi qui l'as nommé. Comment tu te positionnes, toi, là-dedans ? Alors déjà, la première thèse, c'est pas mal. C'est suffisant en soi. Ouais, première thèse au monde. Mais en fait, dans l'idée, il y a déjà eu pas mal de recherches qui ont été faites. Comme je disais, c'est Michael Nahm qui, avec Bruce Greyson, ont la paternité du terme lucidité terminale. C'est clairement pas moi qui l'ai découvert, on en parle depuis un moment, et puis finalement, quand on va discuter avec des professionnels, surtout en soins palliatifs, il y a beaucoup de personnes qui parlent du mieux avant la fin, du regain d'énergie, donc c'est déjà connu. Il y a déjà pas mal de gens qui se le sont appropriés. Moi, en fait, mon travail, et peut-être qui a été novateur, c'est justement d'aller regarder, quand on vit ce phénomène-là, chez un proche ou chez un patient, et ben qu'est-ce que ça fait ? Et jusque-là, ça avait pas trop été exploré dans le sens où on s'était contenté d'observer et d'essayer de décrire le phénomène, ce qui est déjà beaucoup au regard du fait que c'est parfois assez insaisissable d'avoir le bon moment pour observer ça, puisque ça dure pas forcément très longtemps. Et du coup, moi, j'ai eu cette approche-là. Et du coup, apparemment, j'ai été la première à y passer autant de temps, c'est-à-dire 4 ans dédiés à faire de la recherche uniquement sur ce sujet.
Ouais, c'est pas mal déjà, 4 ans. Mais 4 ans sans financement, c'est 4 ans sans financement. Sur mes heures perdues. Dans la dernière émission de l'histoire des financements, finalement, 4 ans sans financement, c'est quand même. C'est pas faute d'avoir essayé d'en demander. Hein. C'était étonnant, hein, d'ailleurs, les réponses qu'on avait reçues au départ. Oui, les premières réponses, donc quand j'ai débuté ou voulu débuter ma thèse en 2018, on nous a dit, alors écoutez, c'est un sujet super intéressant, mais comme on sait pas si vous allez réussir à avoir des résultats, parce que ça va pas l'air très fréquent, on veut pas vous financer, on veut pas mettre d'argent et parier sur vous. D'accord, ça fait toujours plaisir en tout cas. Tu nous disais donc que toi, ce qui t'avait intéressé, c'est l'impact qu'avait ce phénomène sur les proches, ceux qui restent, ceux qui meurent pas du coup. Et bien justement, ma question c'est ça, c'est quoi cet impact, quel impact ça a sur les proches ? Alors du coup, du côté des familles, j'ai eu pas mal de sons de cloche différents. Dans les faits, ça peut avoir autant de bénéfices que être source de certains risques, notamment pour le processus de deuil des familles. Puisque finalement, quand déjà on perd un proche, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, qui du coup enclenche tout un processus de deuil. Et dans les faits, quand juste avant ce décès, il y a eu un mieux, et que tout d'un coup, certains proches ont pu se dire « Ah, mais en fait, super, mamie, papy, il va mieux, il va pouvoir rentrer à la maison et on va le retrouver comme avant », et ben du coup, quand le décès survient malgré ça, et ben c'est d'autant plus compliqué de faire avec ce décès, alors qu'il y a eu une amélioration, qu'il y a à nouveau eu des projections dans « Il va passer Noël avec nous, ça va être super bien ». Mais pour d'autres, au contraire, c'est un moment de dire au revoir. Moi, j'ai certaines personnes qui m'ont dit, ma femme, elle a demandé à avoir son téléphone, elle a demandé à être maquillée, elle a appelé ses amis, elle leur a dit au revoir, on a passé un temps en famille tous ensemble, on savait que c'était malgré tout la fin, et ça, dans l'après-coup de sa perte, ça nous fait du bien de penser à ce souvenir-là, et c'est quelque chose de très réconfortant. Voilà, c'est un peu les 2 grands retours que j'ai eus, même si dans les faits, chacun a un vécu bien particulier de ce phénomène. Mais alors justement, est-ce que ce double effet d'un côté de « Ah, c'est trop bien » et en fait, grosse déception un peu brutale dans la foulée, ou au contraire des gens qui s'y préparent, est-ce que c'est pas lié au taux d'information qu'ont les personnes ? C'est-à-dire qu'en gros, si tu sais que c'est le signe de la fin, tu t'y prépares. Encore un signe. Toujours des signes. Je vais faire des jeux de mots là-dessus toute l'émission, hein, vraiment. C'est le projet. Non mais voilà, si tu sais que c'est la fin, tu t'y prépares. Par contre, si tu ne connais pas le phénomène, tu peux te faire avoir. Et est-ce que du coup, il n'y a pas un lien entre comment les gens connaissent le phénomène et comment ils le vivent ? C'est un peu ce qui est ressorti de mon travail au final, même si y a certaines personnes qui pouvaient avoir connaissance, par exemple, de cette expression du chant du cygne, parce que quand il y avait encore des veillées funéraires il y a plusieurs générations, on l'observait plus facilement. Et donc dans certaines familles, il y avait mamie ou l'arrière-grand-mère a pu avoir ce phénomène-là. Mais une petite information comme ça change pas forcément beaucoup la donne. Alors que du coup, ce que j'ai pu recueillir auprès notamment des professionnels et des familles, c'est que quand il y a de l'information qui est diffusée, et assez tôt, c'est-à-dire généralement plutôt quand le moment survient, pas quand tout le monde s'est déjà projeté dans le fait de passer Noël ensemble, ça peut aider, effectivement, d'ancrer le phénomène dans... En fait, alors on peut jamais être sûr, mais c'est souvent le mieux avant la fin. Donc ces moments-là, profitez-en, mais vous attendez peut-être pas à ce que ça dure pendant super longtemps. Et du coup, tu dis c'est mamie, c'est l'arrière-grand-mère, ça concerne que des personnes très âgées ? Alors du coup ça c'est le plus facile parce que c'est là où on observe le plus, mais en fait on observe à tout âge. Moi j'ai rencontré des familles qui avaient perdu par exemple leur fils qui avait une 20aine d'années, et là en ce moment on est engagé dans des projets de recherche avec Renaud Evrard et d'autres chercheurs à l'international. Arrêtez de c'est un running gag, à chaque fois il y a son nom qui sort. Il est partout. Et en fait on travaille sur aussi la lucidité terminale auprès des enfants, et donc vraiment des enfants qui peuvent être très jeunes, à peine 3-4 ans, et qui dans le cadre de pathologies assez lourdes et invalidantes ont quand même ce regain, et on essaie d'explorer est-ce qu'il y a des différences justement quand ça survient chez des jeunes enfants que quand ça survient chez des adultes ou des personnes beaucoup plus âgées. Est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent l'apparition de la lucidité terminale ? Est-ce que c'est un truc qu'on connaît ? Est-ce que il y a une recette magique ? Il y en a qui ont essayé d'explorer ça, ils n'ont pas trouvé grand-chose, ne serait-ce qu'au côté médicaments. Apparemment, on ne sait pas trop prédire ça. Il y a par contre une hypothèse sur le fait que, par exemple, pouvoir être présent auprès de la personne, ça pourrait favoriser le fait qu'il y ait quelqu'un, qu'on parle à la personne même si elle ne répond pas, qu'il y ait des sollicitations, ou même des fois aussi, j'ai eu beaucoup d'exemples où les familles me disaient en fait c'est quand mon frère est arrivé, c'est quand le tonton, c'est quand la petite fille,
ça a pu participer, déclencher. Ou en tout cas, eux faisaient le lien entre leur présence ou l'arrivée de certaines personnes de la famille ou de certains proches et le début de ce phénomène-là. Ça doit faire des disputes en famille, ça va. Vraiment, c'est toujours sa préférée, voilà. C'est toi qui as réussi à déclencher la lucidité terminale de papy. Mais du coup, ça, c'est ton projet de postdoc, d'ailleurs, parce qu'il y a très peu d'études, en réalité. C'est pour ça qu'on nage complètement. Ouais, du coup... c'est pour les signes. Il y a peu de personnes qui travaillent sur ça dans le monde entier. En France, on doit être les seuls à faire de la recherche sur la question. Et c'est pour ça que, en fait, on continue. Quitte à avoir un bon filon, on le creuse. Et effectivement, donc j'ai lancé, toujours bien accompagné, mais je vais éviter de redire son nom, un projet de post-doctorat, avec l'idée cette fois-ci de pouvoir proposer justement un peu plus d'informations aux professionnels, d'essayer de comprendre un peu mieux le phénomène, de mieux le décrire, parce qu'on a besoin de toujours plus de données, et puis de commencer à proposer quelques grandes lignes pour aider les professionnels à pouvoir un peu faire avec ce phénomène, poser quelques mots en particulier aux familles, et puis même aussi dans l'après-coup, comment pouvoir accompagner les familles qui seraient en demande de ça. Est-ce que c'est ce qu'on appelle du coup les recherches-actions où tu fais une recherche mais qui a un impact sur le terrain ou très en lien en tout cas avec le terrain ? Dans les faits, oui, parce que ce soit ma thèse ou mon post-doctorat, j'ai passé beaucoup de temps auprès des professionnels, d'autant plus en post-doctorat puisque les mentalités ayant évolué en 5 ans, et du coup je peux actuellement travailler avec des unités de soins palliatifs ou des unités de médecine dans toute la France qui ont accepté de collaborer. Et donc, je vais dans des services et je discute avec les professionnels et c'est d'une très grande richesse. Ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans quand tu as commencé ta thèse. Non, effectivement, j'avais pas eu accès à ça et puis le Covid n'a pas aidé. Ah bah oui, t'es tombé en plein Covid, oui, tu m'étonnes. Mais c'est un filon pour mourir, là, le Covid, non ? Oui, mais pas pour accéder aux hôpitaux. Oui, beaucoup plus compliqué. Mais tu parles de recherche-action, c'est déjà une recherche clinique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un enjeu qui est de comment mieux soigner, mieux accompagner. Et puis, il y a un autre changement, c'est que quand tu as commencé ta thèse, la littérature a été vraiment poussive, et au bout des années, ça a explosé, non ? Ouais. Effectivement, en fait, quand on regarde un petit peu, alors il y a toujours peu d'articles sur la lucidité terminale au regard d'autres sujets de recherche, ça change pas, mais il y a plus de la moitié de la littérature du 21e siècle qui a été faite sur les 4 dernières années. Donc en fait, finalement, quasiment sur la fin et l'après de ma thèse. Donc oui, ça a vraiment explosé, même si c'est aussi un phénomène qui est abordé au regard d'autres phénomènes, et donc tous ces papiers sont pas forcément juste sur la lucidité terminale, mais on s'y penche de plus en plus, et il y a même des financements assez monstrueux qui sont... donnés aux États-Unis pour certains sujets connexes qui peuvent toucher à la lucidité terminale aussi. Donc voilà, il y a du mouvement quand même qu'on observe vraiment. Et est-ce que tu penses que le fait que tu aies fait une thèse sur le sujet a un peu lancé un mouvement de recherche ? Bon, il faudra peut-être qu'on s'intéresse à cette Pourquoi idée-là. on fait que des trucs narcissiques ici ? Alors, je suis pas sûre, dans le sens où ma thèse est francophone, et il y a encore peu de publications en anglais qui en sont issues, et en fait, vraiment, cet essor des publications sont dans le monde anglophone, et donc je pense pas que beaucoup aient entendu parler de mon travail. Par contre, nous, on s'est connecté à tous ces gens-là et on a vraiment créé des réseaux internationaux avec les gens de langue allemande, notamment. On a été soutenu par le CIRA, malgré tout, pour faire ça. Le CIRA, c'est un centre international d'études et de recherche sur l'Allemagne ou quelque chose comme ça, quoi. En tout cas, ça encourage à travailler avec des personnes de langue allemande. Ah d'accord, ok, oui, c'est sur l'Allemagne, oui, c'est pas... Ok, c'est vrai. Ouais, c'est ça, et puis ça nous a permis de faire plein de colloques pendant le Covid, très intéressant. Donc en ligne. Et puis on a aussi beaucoup de liens avec la communauté internationale dont tu parles, hein, parce que on a des réunions qui sont très tardives, parce qu'on est en lien avec les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande en même temps. Ah, c'est ça. D'un bout à l'autre du globe, en fait. C'est ça. T'as 20 heures de décalage. Et 2 fuseaux horaires sur les États-Unis, parce que côte Est et côte Ouest. Oh là là, mais quelle angoisse. Et ça vous fait des réunions à quelle heure, ça, du coup ? 21h. Ça va. Je pense qu'il y en a pas qui sont genre sur les horaires encore plus foireux dans votre équipe. Pour la Nouvelle-Zélande, ça fait 8h du matin. Ça va aussi. Non, je trouve. Et les autres, c'est midi, début d'après-midi. En fait, c'est les Américains qui se mettent sur le bon horaire, quoi. C'est les ça. autres s'adaptent. Attends, il faut parler anglais en même temps. Oh là 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 là, mais quelle angoisse votre histoire. Ok. Tu nous disais juste avant que maintenant tu travailles avec des unités de soins palliatifs, et que tu te rends dans ces unités. Est-ce que c'est un phénomène que toi, t'as déjà pu observer, la lucidité terminale ? Alors non, moi j'ai jamais observé ça moi-même, parce qu'il y a aussi toutes les questions d'éthique autour, dans le sens où qui suis-je moi pour venir assister à ce moment-là dans le parcours de fin de vie d'une personne qui préférera sûrement être entourée par les professionnels qui s'occupent d'elle, mais avant tout sa famille, ses proches ou les personnes qu'elle a envie d'avoir à son chevet. Donc non, je n'y ai jamais assisté, ni professionnellement ni personnellement.
Et c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers les familles, les professionnels, vers ceux qui restent après le décès, parce que ça me paraissait assez inopportun d'aller embêter quelqu'un au moment de la lucidité terminale, au moment de ces derniers temps, pour de la recherche. Alors voilà, c'est bien de faire progresser la science et de faire de la recherche, mais peut-être pas à ce point-là. Parce qu'il y a quand même des gens qui se sont amusés à filmer leurs proches en lucidité. Et puis ça peut dire aussi, mais combien de temps dure le phénomène ? Est-ce qu'il faut vraiment être prêt là, avec sa caméra à chaque visite ou... Alors oui, il y a des personnes qui quand même documentent beaucoup. Moi, j'ai par exemple une dame qui m'a transmis la retranscription des échanges qu'elle a eus pendant ce moment-là, où incroyable. certaines personnes font des photos ou filment. Donc il y a quand même quelques traces de ça sans avoir besoin d'être présent soi-même. Mais après, concernant la durée du phénomène, ça dépend. Certaines personnes disent que ça a duré quelques heures, peut-être même moins parfois. Ça peut aller jusqu'à plusieurs jours, donc plusieurs jours de mieux d'affilée. Et ce qu'on observe aussi, plus rarement, mais on l'a quand même observé, et ça questionne sur les frontières du phénomène, c'est par exemple du mieux pendant 1 ou 2 jours, une redégradation, et à nouveau un moment de mieux. Donc finalement en plusieurs périodes. Alors ça s'observe beaucoup plus rarement, mais voilà, il y a des retours sur cette possibilité. En tout cas, ça reste des moments assez courts, la personne va pas aller mieux pendant plusieurs mois, sinon là, c'est plus vraiment de la lucidité terminale. Oui, c'est juste ça va mieux, c'est une guérison en fait, un phénomène assez connu, somme toute. Mais alors, ouais, justement, c'est ce que je me demandais, est-ce que ça amène forcément, ça prévaut forcément le décès de la personne, la lucidité terminale? Bon, un peu dans le nom, tu me diras, mais est-ce qu'on peut pas juste avoir un regain, une rechute, et après, du moins bien pendant des mois et des mois comme c'était avant? Eh ben si. Très clairement, c'est pour ça qu'en fait, on n'est jamais certain au moment de ce mieux si c'est de la lucidité terminale ou si c'est autre chose. C'est ça qui peut être un petit peu compliqué aussi pour accompagner les familles, c'est parce qu'on doit faire avec cette incertitude. On peut jamais dire clairement « Ah bah là, il va mieux, il va mourir ». Et du coup, beaucoup de professionnels me disaient qu'ils y allaient avec prudence dans ce qu'ils pouvaient dire et utiliser comme terme, en rappelant bien « Voilà, on peut pas vous garantir là qu'il va mourir », mais nous, on l'a souvent observé, donc en tout cas, voilà. Prenez, mais il y en a qui vont tellement mieux qu'ils sortent de l'hôpital. Oui, il y en a qui peuvent rentrer chez eux. Et du coup, c'est vrai que ça questionne aussi sur, voilà, pendant ce temps-là, est-ce qu'on reprend des soins ou non ? Ça peut amener à des conflits dans la famille. Il y en a qui veulent reprendre les soins, d'autres non. Les professionnels ne savent plus forcément trop où donner de la tête. Souvent, eux encouragent d'attendre un petit peu pour voir si l'amélioration tient un moment avant de reprendre quoi que ce soit. Mais oui, des fois, il peut se passer des choses... Et il y a même des gens qui refusent les soins, qui comprennent pas pourquoi on continue à s'occuper d'eux. Des personnes... en lucidité. Ah oui, effectivement, il y en a certains qui peuvent même parler du fait qu'ils sentent qu'ils vont mourir. Alors pas tous, mais du coup, alors là, il n'y a plus forcément de doute. Les familles se projettent moins dans le fait de ressortir avec leurs proches si lui-même dit « en fait, non, je sens que je vais mourir ». Et c'est là où il y a aussi des fois des demandes de transmission, de voir certaines personnes pour se préparer à sa propre mort. La personne dont je parlais tout à l'heure, à un moment, elle s'est allongée, elle a dit voilà, en fait, je suis prête à mourir. Elle-même a formulé ça une fois qu'elle avait fait tout ce qu'elle avait à faire. C'est pas arrivé tout de suite, mais ça a fini par arriver. C'est un beau bug, quoi. Je crois qu'elle a entendu encore quelques jours. Ah oui, oh là, ça devait être long. Elle a vu sa belle robe et tout, là. Et tu disais que c'est un phénomène qui est pas trop exploré, pas trop connu, enfin, qu'on connaît depuis très longtemps, mais qui est mal expliqué. Est-ce qu'on a quand même des pistes un petit peu biologiques de comment c'est possible que quelqu'un qui allait si mal aille si mieux d'un coup ? Alors évidemment, il y en a qui se sont posé la question, plutôt du côté des neurosciences, pas forcément du côté des psychologues, mais il y a surtout aux États-Unis et puis un chercheur turc aussi qui ont proposé quelques hypothèses. En fait, ça se relie à la chimie du cerveau mourant. Donc oui, ils ont extrapolé sur ce qu'on peut observer chez les rats, notamment, qui sont en train de mourir. Mais oui, on va pas faire mourir des humains exprès pour la recherche. Oh, on peut plus rien faire, c'est terrible. C'est le chant du rat. Et en regardant ce qui se passe dans ces cerveaux-là, y a certains mécanismes qui se mettent en place au niveau neurochimique, du coup, puisque la mort des cellules au niveau du cerveau, ça va relâcher des neurotransmetteurs, certaines substances qui vont en fait favoriser le fait que certaines voies de communication dans le cerveau vont être plus facilement activables, là où avant elles ne l'étaient pas forcément. Et donc ça pourrait permettre de faire revenir les capacités qui étaient perdues, donc de faire ce mieux en utilisant finalement d'autres voies de connexion que celles qui ne sont plus utilisables, plus accessibles, parce que détruites par la pathologie, voilà. Ou alors d'en utiliser certaines qui étaient silencieuses avant, parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines voies qu'on n'utilise pas forcément, parce qu'il n'y a pas les conditions qui sont requises, et là, dans le contexte d'un cerveau en train de mourir, ces conditions seraient remplies. Mais ça, c'est des hypothèses, bien évidemment, des extrapolations des modèles animaux,
Et en fait, ça explique pas tout ce qu'on peut observer dans la lucidité terminale. Ça explique certains cas, mais pas tous les cas. Et c'est pour ça qu'en fait, on reste encore avec beaucoup de points d'interrogation sur qu'est-ce qui peut faire émerger ce mieux. Peut-être même différents mécanismes en fonction des cas. Ça, on s'interroge toujours. Mais qu'est-ce qui est le plus extraordinaire finalement ? Qu'est-ce qui n'est pas expliqué par ce modèle ? Alors certains cas où vraiment le cerveau est extrêmement altéré et où la possibilité par exemple d'avoir d'autres voies de communication est pas envisageable, puisqu'en fait il y en a vraiment plus suffisamment pour sous-tendre tout ce qu'on peut observer par exemple. Et aussi le fait que c'est des modèles qui ont surtout été pensés dans les regains de mémoire, parce que du coup on connaît un petit peu plus sur les mécanismes neuronaux de la mémoire, mais par exemple il y a certaines facultés extrêmement complexes, ne serait-ce que par exemple on ne sait toujours pas définir ce qu'est la conscience à un niveau neurochimique, neurobiologique. Et donc dire bah voilà, la personne est à nouveau capable de se lever, de marcher, d'être consciente, et pas juste de se rappeler de ses souvenirs, bah ça on a du mal à expliquer comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que le cerveau peut réussir à remobiliser ça s'il y a uniquement cette question de la neurochimie. Et toi, Nathan, tu comprendrais un moteur en fin de vie, on remet de l'huile comme ça et ça reprend ? Alors, attends, l'expert tuning réfléchit. Alors non, en plus j'avais une analogie voiture quand tu parlais, qui était. Je le savais. Ton histoire de voix là, j'avais vraiment cette image de, on a des routes de campagne toutes cabossées qui, le temps d'un instant aussi long qu'il peut être, comme tu le décrivais, deviennent des belles autoroutes toutes lisses. Concrètement. Non, non, ça marche tu me regardes avec des gros yeux, visiblement ça... Ok, donc on va continuer les questions, parce que visiblement mon analogie ne marche pas. Question qu'on aurait pu te poser dès le début, mais on est un peu passé à côté. Comment est-ce qu'on arrive à travailler sur la lucidité terminale ? Comment est-ce que t'en es arrivé là ? Alors je vois mon voisin qui se cache parce qu'effectivement il sent qu'il va encore y avoir son nom qui va être cité. Ça va être souvent le cas de toute façon. Hein. Comment on arrive à travailler sur la lucidité terminale ? Eh bien déjà en faisant ses études à l'université de Lorraine et en master en ayant un cours sur les expériences exceptionnelles. Tout démarre par là. J'ai l'impression d'avoir l'explication d'Arthur il y a un mois. Vraiment, c'est la même. En même temps on a assisté au même cours avec Arthur. Vous êtes de la même promo en plus. C'est ça. Et du coup, ça a été finalement la rencontre avec Renaud, une très bonne accroche sur les sujets et humainement aussi, et donc l'envie de faire une thèse depuis assez longtemps, parce que j'aime beaucoup la recherche, je suis dans cet esprit-là. Et au cours de la fin de mon parcours, la réflexion autour de je vais me refaire une thèse avec Renaud, sur quoi est-ce qu'on pourrait travailler ensemble ? Et étant donné que j'avais travaillé sur le processus de deuil et aussi sur certaines expériences exceptionnelles, les synchronicités pendant mon parcours, on s'est dit qu'est-ce qui réunit la fin de vie, le deuil et les expériences exceptionnelles. Et là, puisqu'il avait aidé Michel à recueillir plein de témoignages, il avait ce sujet-là en poche, pas forcément très utilisé par d'autres, et il m'a proposé, et là je me suis dit bingo, en fait c'est le sujet qui est parfait pour moi. Ok, donc en fait oui, ça vient d'une proposition de toi, selon ce que tu avais besoin. Tu C'est lui as ça. donné un peu tes envies, il a conseillé, c'est un peu un magasin de mode en fait. C'est une synchronicité. C'est une synchronicité. Alors justement, je voulais revenir sur. T'as parlé de synchronicité. Bon, c'est plus exactement dans le sujet, mais on va faire un petit détour. C'est quoi une synchronicité ? Tu peux nous expliquer ? Alors, la synchronicité, c'est le terme qui est employé par Jung notamment, mais on peut l'appeler de manière plus neutre les coïncidences significatives. C'est justement la coïncidence entre un phénomène externe et un vécu interne qui vont vraiment prendre sens de par cette coïncidence. C'est par exemple, moi j'ai eu un témoignage d'une personne qui se posait beaucoup de questions sur un parcours religieux ou spirituel et qui se promenait dans Paris et à un moment s'assoit sur un banc et il y a un livre qui traîne comme ça sur le banc. Donc il choisit de le prendre, de l'ouvrir et en ouvrant le livre au hasard, il tombe sur le début de ce chapitre, enfin sur le titre de ce chapitre qui dit « De quel Dieu sont-ils athées ?» Et en fait cette question a fait comme l'effet d'un coup de tonnerre pour lui. Et ça a résolu vraiment tous les questionnements qui pouvaient se poser et ça l'a aidé du coup à cheminer et à dépasser un peu les blocages qu'il avait à ce moment-là, puisque c'est comme si là, ce livre, cette page du livre était venue répondre à toutes les questions qui se posaient. En fait, je vois pas trop la différence avec juste une coïncidence, ce qu'on pourrait appeler une coïncidence toute simple. Et bien justement, le terme qui s'ajoute à coïncidence, c'est significatif, c'est-à-dire qu'en fait, ça prend vraiment sens pour la personne et ça va avoir un effet de changement, de transformation pour cette personne au regard du sens qui est donné à la coïncidence. Elle a du mal à l'attribuer seulement au hasard et elle y trouve un truc en plus, quoi. Ok. Merci pour ce petit détour qui n'avait plus grand-chose à voir avec la lucidité terminale, quoique. Concrètement, je voulais revenir sur un petit peu comment tu as fait dans ton travail de thèse. Comment est-ce que tu arrives à récupérer des témoignages de proches, du coup, qui ont connu des phénomènes de lucidité terminale ? Eh bien, ça a été un peu la galère. Oui, je me doute, c'est pour ça que je te pose la question.
Parce que du coup, la première année de ma thèse, je l'ai passée plutôt à faire de la revue de littérature, à écumer un peu les articles, tout ce qui avait déjà été fait. Même s'il n'y en avait pas beaucoup, je suis allée grappiller un petit peu partout. Et puis c'était l'occasion d'être exhaustif, puisqu'il y a peu d'articles, autant essayer de tous les trouver. Et donc c'est après, comme les Pokémon. C'est ça, tous les collectionner, ça donne envie. T'as eu les 150 ? Je crois que je suis pas loin, mais bon, je parle pas toutes les langues, alors je pense que j'ai dû en rater malheureusement. Fais des efforts un peu, s'il te plaît. Et donc, après un an, on arrive sur fin 2019, je commence à vouloir récolter des témoignages, et là, crise Covid. Donc, les hôpitaux inaccessibles, donc aller chercher des professionnels, c'était un petit peu compliqué, et aller chercher des familles, un petit peu délicat aussi, et c'est là où, en fait, il a fallu en passer par l'Est républicain. Donc à l'aide des journaux locaux qui ont publié des appels à témoignages, et c'est là où du coup j'ai eu beaucoup de personnes qui ont pu se tourner vers moi, et après par le fait de communiquer dans des congrès scientifiques, par communiquer autour de moi, à des collègues, à des proches, ça a fini par faire effet boule de neige globalement, et j'ai pu avoir une vingtaine de témoignages de familles et de professionnels, donc 40 au total. Mais en réalité maintenant, à chaque fois qu'on en parle, quelqu'un connaît un cas, que ce soit un professionnel ou un particulier. Oui, maintenant j'ai même des personnes qui peuvent m'écrire via la plateforme de recherche sur la fin de vie pour me parler de cas de lucidité terminale en cours ou qu'ils ont pu vivre. Donc maintenant les témoignages arrivent tout seuls, c'est incroyable. C'est quoi cette plateforme de recherche ? Tu peux nous en parler un petit peu ? Et ben du coup c'est une plateforme qui est appuyée notamment sur l'université de Dijon, et en fait c'est on va dire un réseau qui parle de qui essaie de recenser les projets de recherche, les congrès qui ont lieu, qui ont attrait à la fin de vie. Donc la fin de vie de manière globale, pas que les expériences exceptionnelles de fin de vie. Et donc c'est vraiment une super ressource pour toutes les personnes qui font de la recherche dans ce domaine-là, parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a une newsletter, il y a même des formations qui sont proposées. Enfin, c'est super intéressant. Et on peut déposer son témoignage si on a quelque chose à raconter directement dessus. Alors du coup, les chercheurs sont encouragés à déposer leur projet de recherche, comme ça en fait on est au courant de qu'est-ce qui est en cours actuellement dans la recherche sur la fin de vie. Et il y a des adresses de contact, et donc les personnes peuvent contacter les chercheurs de ces projets-là pour leur transmettre des informations. Ok, et comment est-ce qu'on retrouve du coup cette plateforme-là si on a quelque chose d'intéressant qui pourrait intéresser un chercheur, on se dit peut-être... Et sur son ordinateur, un moteur de recherche, on tape plateforme nationale de recherche sur la fin de vie. D'accord. Alors, attends, il faut allumer l'ordinateur. Non, mais voilà, ouvrir ta session. J'apporte les informations, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui... se sentent proches de ce phénomène, qui ont déjà entendu parler de ça, qui l'ont peut-être déjà connu pour un de leurs proches, et qui pourraient avoir des choses intéressantes à raconter. Et justement, ça m'amène à une autre question. Comment, si quelqu'un se retrouve face à un proche qui va vraiment très mal, et qui d'un coup, pouf, un mieux, quel conseil tu pourrais lui donner ? Quoi faire ? Moi, je dirais profitez-en. En premier lieu, c'est aussi souvent ce que les professionnels encouragent aux familles, c'est profiter de ces moments-là pour faire ce que vous pouvez. Voilà, il y a aussi pas d'obligation de ne pas se sentir coupable si c'est pas possible de faire tout ce qu'il y aurait envie de faire, mais juste voilà, de se saisir de ce moment-là en se disant c'est des moments de vie, donc c'est à prendre si possible, en gardant dans un coin de sa tête que c'est peut-être des derniers moments de vie, mais sans certitude bien évidemment. Donc simplement profiter en se disant c'est peut-être les derniers moments, mais on n'en est jamais certain. Ok. Bon, c'est un petit peu dans le désordre, mais j'avais une autre question pour revenir un peu à ta méthodologie de thèse. On va rentrer vraiment dans le dur. Tu as recueilli des témoignages, tu me disais une quarantaine, 22 professionnels, 22 familles proches en tout cas. Environ, ouais. Environ à peu près, ouais. Qu'est-ce que t'en as fait de ces témoignages ? Comment, quand tu te retrouves avec une masse de données, d'interviews, de témoignages, t'en fais quoi pour, à la fin, sortir une thèse qui fait pas loin de 500 pages, si je dis pas de bêtises ? Ouais, dans les environs. Alors ça prend beaucoup de temps parce que du coup, c'est écouter ces entretiens et les retranscrire. Donc en fait, noter tout ce qui a été dit pour obtenir un document qu'on va appeler le corpus de texte. Et à partir de ces corpus de texte, faire une méthode d'analyse. Donc moi, la mienne, ça a été l'analyse phénoménologique interprétative. Voilà, je me rappelle jamais dans le bon ordre parce qu'en anglais, c'est l'inverse. Toujours avoir un directeur de thèse dans la poche pour répondre aux questions. Très pratique. Et c'est une méthode qui, en fait, va chercher à coder les éléments du discours. Qu'en fait, c'est par exemple, il y a une phrase, et sur cette phrase, elle va aborder par exemple un ou deux thèmes, et on va donner un nom au thème. Par exemple, j'ai vécu ça comme un beau cadeau. Du coup, cette phrase-là, elle peut être labellisée sous le thème beau cadeau, ou cadeau tout court. Noël, voilà. Ouais, peut-être pas jusque-là. Mais c'est l'idée. Et en fait, on fait ça, du coup, avec l'ensemble du texte.
Et l'idée était donc de faire ça avec chaque texte. Et après, l'intérêt de l'IPA, c'est aussi de pouvoir un petit peu regrouper et donc de regarder parmi toutes les familles, est-ce qu'il y a des thèmes qui étaient récurrents. Et puis si certains thèmes reviennent très souvent dans un document ou de manière globale, ça peut être, on va dire, une grande catégorie qui va regrouper d'autres thèmes. Et on en vient à avoir même une hiérarchie des thèmes, des sous-thèmes qui viennent décrire en fait le texte et les textes au final. Parce qu'à force, en fait, on fait texte par texte et en relisant, on affine et on aligne un petit peu les thèmes, les noms des thèmes entre les documents, parce que par exemple s'il y a un thème beau cadeau et un thème cadeau, on va garder juste le thème cadeau pour l'ensemble des données. Et donc j'ai fait ça pour les professionnels et pour les familles, et après ce qui a été intéressant c'est de regarder aussi est-ce qu'il y a des thèmes communs et quels sont les thèmes au contraire qui sont différents entre les deux groupes. Et c'est quoi justement les thèmes qui ressortent de ça ? Alors il y en a énormément, donc je vais pas tous les lister, mais globalement dans la hiérarchie il y avait par exemple ce qui peut se passer au tout début du phénomène, donc les premiers temps, souvent par exemple de la surprise, des difficultés, de l'incertitude. Après il y a aussi qu'est-ce qui se passe pendant le moment de lucidité terminale, donc c'était pouvoir en profiter, des moments d'espoir, l'investissement des familles, se dire adieu. Il y avait aussi du coup dans l'après-coup, comment est-ce que ça fait pour les familles, donc là des difficultés ou au contraire des bons souvenirs à conserver, l'impression que ça avait été un cadeau, alors des fois un beau cadeau, des fois un cadeau empoisonné pour d'autres du fait des faux espoirs suscités. Et il y a aussi les pratiques professionnelles, par exemple le fait que pour certains c'est un signal d'alarme, pour d'autres ça a été source de beaucoup de questionnements, ça a pu amener plus de vigilance ou ça a pu amener les professionnels à répondre aux derniers besoins de leurs patients. Et puis pour finir, un thème autour de justement on aurait besoin d'informations, de savoir un petit peu plus, ne serait-ce que d'avoir un mot, la lucidité terminale, pour parler de ça, c'est utile, ça fait sens. Et puis faire des formations, ou en tout cas diffuser un petit peu plus, et le fait que la recherche, ils avaient été souvent contents de pouvoir participer à cette recherche parce que c'était l'occasion de parler de ce témoignage-là, et puis d'apprendre des choses aussi sur le phénomène. Donc en fait c'est une thèse qui est seulement sur une approche qualitative, mais en psychologie on a tout à fait le droit de faire ça, et notamment pour explorer des domaines qui sont très très peu connus, où on va avoir une substance qui est difficilement généralisable, mais qui permet quand même d'appréhender, de créer des hypothèses et de nouvelles recherches. C'est ça, c'est tout l'intérêt d'aller vers l'individualité de chacun et les témoignages, ça amène beaucoup de richesse. Alors c'est pas généralisable, mais c'est quand même beaucoup de données qui seront super intéressantes et qui permettent de mieux connaître le phénomène, et puis d'en passer après par des études plus quantitatives pour voir si ça s'applique à un plus grand nombre. Tu as pu créer un questionnaire à partir de ce que tu as recueilli, et ce questionnaire va pouvoir permettre de préciser comment on détecte la lucidité terminale, comment on la définit, etc. Voilà, c'est ça. À partir de ces données, c'est aussi l'occasion, quand on veut monter des questionnaires, même sur les répercussions, on a déjà un petit peu plus d'idées, de propositions pour les questionnaires dans les... dans les phrases à cocher de ce qui peut émerger déjà. Donc on se base sur ce qui existe et on voit si les personnes se retrouvent dedans ou ajoutent même après des nouvelles cases. T'as besoin de dégrossir le trait en fait avant. Tu peux pas lancer un questionnaire sans connaître ton phénomène, et pour connaître le phénomène, il faut que l'on passe par des interviews. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ok. Tu sais, on a peut-être des personnes qui sont intéressées par le fait de faire des tests, tout ça, mais qui sont un peu inquiètes vis-à-vis d'une telle aventure. Tu me disais que tu étais psychologue, tu l'as été aussi, tu l'étais déjà pendant ton travail de thèse. Comment est-ce que tu as réussi à jongler entre un métier et ta recherche qui était un peu un à côté ? Comme j'ai pu. Ok. L'idée c'était de rassurer les gens, mais fais comme tu veux après tout. Enfin, autant être honnête. Alors la première année a été plus simple dans le sens où j'ai pas tout de suite travaillé, donc j'ai pu me dédier à ma thèse sur la première année. Et après, il s'est agi de jongler entre travailler à mi-temps 50% puis 60%, donc une partie de mon temps, mais en laissant quand même des espaces libres pour travailler la thèse. D'alterner en fait entre les jours à l'hôpital à faire mon travail de psychologue et les jours chez moi ou à l'université quand le Covid était passé à travailler avec les collègues ou seul aussi à certains moments sur la recherche. T'as eu une année d'ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Ça c'était après la thèse, ça. T'avais déjà soutenu, oui, c'est vrai. Je suis complètement décalé. Ouais, ça fait un moment que je l'ai passé cette thèse. Et t'as eu un prix aussi pour ta thèse, malgré tout. Oui, ça effectivement, 4 années de travail non financé, ça a quand même mené à une thèse, un titre de doctorat et un prix de thèse.
Voilà, ça a fait un petit peu d'argent parce que c'est vrai que le titre de docteur à l'heure actuelle. C'est pour la gloire, quoi. C'est ça. C'est un souvenir frime, quoi, comme dirait l'autre. Donc Renaud, ça fait maintenant 3 ans que Marine a soutenu. Je l'avais noté, voilà. Waouh. Ouais, je suis désolé par contre pour le coup de vieux. Bientôt 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi de... Oui, bientôt 3 ans, à quelques semaines près. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis cette soutenance? Est-ce que tu as continué la recherche? Qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai continué la recherche toujours non financée à côté de mon poste clinique, donc finalement en fait j'ai continué dans la même veine vu que ça a été tout aussi compliqué. À tes heures perdues. Voilà, de trouver de l'argent pour la thèse et pour le post-doctorat, toujours voilà, compliqué. Il y a quand même eu du soutien à l'international puisque du coup la Société pour la recherche psychique en Angleterre et le fonds Conscience sans frontières en Belgique ont soutenu le projet avec des bourses, donc heureusement ça peut couvrir les frais de déplacement parce que du coup je suis amenée à voyager un peu partout en France pour rencontrer les équipes de manière régulière jusqu'à l'autre bout de la France. Donc c'est bien de pouvoir couvrir les frais, de ne pas payer pour faire de la recherche. Oui, c'est mieux. Et donc je continue avec ce projet-là qui a mis un petit temps à se monter et puis en attente de financement, qui du coup est en cours, va se terminer pour la récolte de données en juin 2026. Okay. Et puis à côté, c'est l'occasion de continuer, ça a été l'occasion de continuer à communiquer dans des congrès, d'écrire des articles, des chapitres d'ouvrages. Un ouvrage toujours en cours que je peine à terminer parce qu'il y a toujours plein de choses à faire à côté. Mais voilà. Même un projet de documentaire. Oui, un projet de documentaire aussi, mais ça pour l'instant, c'est secret. Secret, ok, petit teasing, j'aime bien. Non, c'est cool, c'est chouette. Mais du coup, je me demandais, c'est pas trop dur de maintenir la motivation quand tu vois que c'est difficile de trouver des soutiens, notamment financiers, et en fait, tu travailles, tu fais du bénévolat, et même pire, tu dois payer pour faire ton travail, quoi. Alors effectivement, après 7 ans, on finit par s'en lasser. Alors il y a des moments, même pendant la thèse, il y a des moments où on se dit oulala, pourquoi je me suis engagée là-dedans. Heureusement, ça passe. C'est bien d'avoir des moments de pause, c'est bien d'aimer son sujet aussi. Je pense qu'il faut partir en thèse en étant à fond dans son sujet, sinon c'est compliqué de tenir. Puis une bonne ambiance au bureau aussi. Et ouais, la bonne ambiance au bureau, ça aide. Le Covid a été un coup dur, mais après trouver des collègues avec qui travailler et faire des projets annexes à la thèse, franchement ça rend ça beaucoup plus sympa. Parce que faire un jeu de manière bénévole, c'est vachement plus cool que travailler de manière bénévole. Quitte à ce que ce soit bénévole, autant se fendre la poire, t'as bien raison. C'est ça. Ok, et donc ça c'est ce que t'as fait depuis ta soutenance. Tu vas donc finir ce projet de postdoc bientôt, on te le souhaite. En tout cas, pour la récolte de données, il y a une date fixée. Après, derrière, pour l'analyse et les publications, on verra bien à quel rythme ça peut se faire. Ok, et tu nous as... Alors, le documentaire, on n'en parle pas, mais tu nous as parlé d'un livre, mais tu n'en as pas dit plus. C'est quoi cette histoire de livre ? Alors, en fait, quitte à avoir rédigé une thèse de plus de 400 pages, je me suis dit, pourquoi pas la transformer en livre, puisque du coup, il y a déjà toute la matière. L'idée étant de l'adapter au grand public, donc de sortir un peu du cadre académique et de pouvoir transformer ce pavé en quelque chose de beaucoup plus digeste et même peut-être intéressant à lire, parce que pas mal de personnes qui m'ont dit que seraient intéressées d'avoir plus d'informations et même de pouvoir avoir accès à un livre comme ça sur la lucidité terminale. Il n'y en a aucun en français. En français, effectivement, il n'y en a aucun. Il y en a un qui est sorti en anglais d'Alexander Battiani. Mais il faut lire l'anglais. Voilà, il faut lire l'anglais. Et donc, l'idée serait de pouvoir sortir ce livre, Le Chant du Cygne, adapté de ma thèse. Donc, il est en cours. Il y a même déjà une préface qui a été rédigée. Et je remercie encore Jérôme Alric pour sa préface. Et derrière, c'est à moi de terminer le travail, mais il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. Et donc, et les éditions universitaires de Lorraine sont intéressées, puisque je dirige une collection qui s'appelle Psychologie, Psychoscope, qui prend des manuscrits de ce type. Ça va finir par se voir l'entre-soi, alors. C'est-à-dire qu'une phrase sur deux... Renaud Évrard. Et en même temps, heureusement que t'es là, parce que sinon, on serait pas là, nous, donc... ça va, le documentaire ne sera pas avec Renaud Évrard. Ah, voilà. Ça change. Tu t'es séparé. Je serais pas Mon Dieu. Mais comment tu vas faire? Il y a un moment comme ça, le cygne prend son envol. C'est ça, faut couper le cordon. Le cygne... Oui, non, putain. La sienne était mieux. Hein. Oui, j'avais dit que je ferais des vannes, et puis voilà, je me suis pas tenu. Je me suis pas tenu. Tu sais, pour clôturer nos émissions, on a toujours une petite question, un petit gimmick de fin, et on aime bien demander à nos invités s'ils aimeraient voir quelqu'un prendre leur place dans une prochaine émission. Est-ce que tu as des gens que tu aimerais voir passer dans l'émission, des gens à nous conseiller d'inviter? C'est possible pas des doctorants de Renaud, parce qu'on a toute la liste, donc ça se va. Ouais, mais alors du coup, à part les doctorants de Renaud et l'entre-soi, je veux dire que
Voilà. Pas forcément de nom auquel penser et qui serait... serait en France. Ouais, ça faut les chercher en France. Il y a vraiment que toi sur la lucidité terminale et les épisodes sur la fin de vie en France ? En tout cas, au niveau de la recherche universitaire, oui. Ok. Et... C'est dur d'être un pionnier comme ça dans le désert. Ouais, on voit ça. Et est-ce que, même dans les doctorants de Renault, on va dire, même dans le cercle proche, est-ce que t'as des gens quand même que tu voudrais voir passer bientôt ? Moi, j'ai hâte de l'interview de Romain Jallet, puisque du coup, nous sommes sur des phénomènes assez connexes, ou en tout cas autour de la fin de vie. Et donc, j'ai hâte de l'entendre sur tout ce qui est ces sujets et la nécrophanie. Alors, ce sera l'émission de décembre. Ouais, là, on fait l'émission d'Halloween et voilà. Voilà, j'allais dire, je pense qu'on peut l'annoncer, mais effectivement, c'est prévu, Romain. Les dates sont déjà calées. Et c'est pour bientôt décembre, je sais pas, peut-être janvier. Non, décembre. Il fait un escape game de magicien et juste après on le chope. Oui, mais et pour la diffusion. Il y a un décalage entre la diffusion et notre enregistrement. Il y a pas loin d'un mois de décalage des fois. Donc ok. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter l'un comme l'autre ? Une dernière petite info, un dernier petit truc avant qu'on se quitte ? Moi, je voulais que tu nous parles un peu de ta passion pour les volcans. Mais oui, tu nous en as pas parlé, dis donc. C'est vrai que j'en ai parlé hors émission, mais oui, alors dans les anecdotes intéressantes à savoir sur moi, hormis que je suis psychologue et d'autres choses, j'adore les volcans et du coup, pendant mes vacances, à mes heures du coup pas perdues cette fois-ci, je voyage notamment en Islande pour aller sur des volcans en éruption parce que c'est vachement joli à regarder. Et c'est vraiment la beauté du phénomène qui, toi, t'attire ? Ouais, c'est assez incroyable. Ça rappelle la puissance de la planète et c'est absolument fantastique à voir. C'est un flot de fusion qui vient du centre de la Terre. C'est ce qu'il y avait déjà à l'origine et c'est ce qu'il y aura jusqu'au bout. Et franchement, c'est quelque chose... Je pense que tu devrais trouver un lien avec la lucidité terminale. Peut-être que tu l'as pas encore pensé, mais il y a vraiment ce réveil comme ça de quelque chose qui est très ancien, très profond. C'est vrai qu'il y a le réveil de quelque chose pendant un temps donné, puis après ça s'arrête, même s'il y a certains volcans qui sont souvent en éruption. Enfin, rassure-nous, une éruption volcanique, ça veut pas dire la fin de la Terre et la mort de la Terre. Alors des éruptions volcaniques, il y en a quasiment en permanence quelque part sur Terre. Ouais, ok, donc tout va bien. Tout va très bien. C'est un cycle naturel de la planète et faudra s'inquiéter le jour où il n'y en aura plus. On va parler d'éruption terminale maintenant. Ça peut, hein ? Ouais, ça pourrait être sympa. Donc voilà, à côté de ta recherche et ta passion pour la psychologie, parce qu'on peut le dire, c'est quand même une passion, la psychologie, je pense. Il vaut mieux être passionné pour faire ce métier. Voilà, mais t'as quand même une autre passion qui est... Plein d'autres, mais notamment les volcans, qui est vraiment ton truc... Pour la petite anecdote, on a travaillé dans le même bureau pendant un an, pendant ton année d'ATER, c'était ma première année de thèse, et je me retournais des fois et t'avais un live de volcan en éruption en direct en Islande sur ton deuxième écran. D'accord, ok. Voilà. Dixit, celui qui avait un live de course de voiture sur son deuxième écran. La recherche française, ça messieurs, dames, ça bossait dur. Les deux étaient financés par l'argent public. Oui, c'est vrai, pendant cette année-là, j'ai été financé pour une fois. C'était fantastique, mais c'était une chouette année. Et ben en tout cas, je vous remercie tous les deux pour votre participation. Merci d'être venus. Merci à Radio Fadjet qui nous prête ses locaux pour l'enregistrement et qui nous aide à mettre en place cette émission. Merci.